pas rare d'être déçu parce que l'artisan à qui vous aviez confié un travail qui pour vous était important et qui devrait répondre à une situation donnée n'a pas honoré son engagement. C'est vrai que nous parlons beaucoup plus des couturiers, des couturières qui tardent souvent ou qui n'honorent pas carrément leur rendez-vous lorsqu'ils vous disent que tel jour vous aurez la tenue que vous leur avez commandée. Mais les autres artisans aussi font pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et surtout que nous sommes en période de fin d'année maintenant, comment est-ce que vous comptez gérer les faux rendez-vous, les faux bons de ces artisans-là? Quelle solution allons-nous leur proposer pour se tirer d'affaire? Nous allons donc faire le débat sur ce plateau ce matin, Jennifer. Absolument, sur ce plateau, nous avons nos personnes ressources qui sont déjà là. Monsieur Boniface Lokossi, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes peintre, vous êtes artisan et vous faites partie de l'association au plan national des artisans du Bénin, c'est bien cela? Oui. Et en face de vous, un usager, monsieur Rony Mendegan, bonjour à vous. Bonjour madame. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ces artisans. Évidemment. D'accord. Alain, au téléphone, nous avons également prévu prendre un avocat, maître Damien Falana, qui, si son agenda le permet, pourra faire le débat avec nous. Merci à vous, Jennifer. Alors, monsieur Boniface Lokossi, vous qui êtes artisan sur ce plateau, vous qui êtes même dans une association d'artisans au plan national, dites-nous, qu'est-ce qui fait que on note souvent des faux bons dans vos rangs quand il s'agit de faire les livraisons de commandes des clients? Merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. En ce qui concerne l'histoire des faux bons, je peux dire qu'il s'agit d'une question d'organisation. Et en tant qu'artisan, je reconnais que c'est ce qui manque parfois à l'artisan. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'environnement socio-culturel qui amène parfois l'artisan à faire des faux bons. Qu'est-ce que l'environnement socio-culturel vient chercher dans le non-respect de l'engagement, du délai de livraison de l'artisan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous donner juste un exemple que j'ai vécu. Ah, vous-même personnellement? Oui. D'accord, dites-nous. Il y a quelques années, j'avais eu un marché de t-shirts. Je suis calligraphe, sérigraphe. D'accord. J'ai eu un marché de t-shirts un soir à 18h et sous l'insistance du client, je lui ai promis de lui livrer ça le lendemain soir. Je me suis empressé pour m'approvisionner dans tout ce qui concerne les intrants, la réalisation du travail. J'ai réuni aussi toute l'équipe qui allait m'accompagner dans la réalisation du travail. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, il y avait la coupure de l'énergie électrique. Et cela est resté comme ça jusqu'à 14 heures. Heureusement pour moi, j'ai pu me dépêcher pour m'approvisionner un groupe électrogène. Mais au même moment, je parle au nom des artisans qui sont dans les contrées du Bénin. Je ne suis pas sûr que eux tous pourront avoir cette possibilité-là de résoudre une telle situation de la même manière. Donc, je dis que, en tant qu'artisan, notre responsabilité est en jeu. Nous avons à nous organiser mieux. Nous avons à avoir le courage de dire parfois non à un client, malgré son insistance, mais parfois, ça ne dépend pas de nous. La situation s'impose. D'accord. Merci beaucoup. Mais monsieur Rony Mendegan, quand on suit ce développement, il dédouane en quelque sorte les artisans. Mais est-ce que vous ne notez pas, vous avez certainement eu des expériences, une mauvaise foi? Parce qu'il sait peut-être qu'il n'en est pas capable, mais il dit oui, vous payez, mais ce jour-là, malheureusement, vous faites face à une absence de ce que vous avez demandé. Merci beaucoup. Merci madame la journaliste. Je salue également les téléspectateurs. Avant même de dédouaner les artisans, il a d'abord reconnu, qu'ils ont eu une part de responsabilité. Absolument. Qui ne sont pas, pour la plupart, qui ne sont pas organisés. Et donc, c'est une situation que nous notons
Et les exemples ne manquent pas. Ne manquent pas. Et nous, ça nous désole, nos autres clients. C'est une situation qui, à la limite, exaspère, nous fâche. Le client ne peut pas comprendre qu'il a de l'argent dans sa poche, qu'il veut payer, il veut débourser de l'argent. Il a un besoin à satisfaire. Il le contacte. Il a une confiance en l'artisan. Eh bien, celui-ci accepte de satisfaire à cette exigence. Et une fois le jour convenu, il se trouve à ne pas avoir son tissu, si c'est un couturier, son tissu court. Vraiment, ça dérange. Ouais. Oui, mais monsieur Médégan, il y a un autre aspect du problème. Il y a le fait que certains clients, prenons l'exemple des couturiers pour illustrer ce que je voudrais dire. Le gars, il a la fête, l'enterrement, la réception d'une fête demain, samedi ou bien dimanche, et il attend la veille à 17h ou 16h pour apporter le tissu comme quoi il n'a pas vite eu. Et il demande à ce que, en même temps, le lendemain, le couturier fasse tout pour le livrer. Est-ce que dans ces situations-là, le couturier ayant besoin d'argent prend la commande, prend l'argent, prend peut-être l'avance, et puis, pour une raison ou une autre, n'arrive pas à honorer son engagement? Est-ce que là, c'est véritablement et exclusivement la faute du couturier? Nous n'allons pas non plus dédouaner les clients. Il y a des clients qui sont négligents, qui attendent la dernière minute avant d'amener leur tissu chez le couturier. Mais il y a aussi des cas de force majeure. Et si le couturier accepte lui coudre son tissu, mais s'il accepte, il y a déjà un contrat là. Quoique verbal, c'est un contrat. Donc il a l'obligation de satisfaire à cette exigence. D'accord. Même si c'est pratiquement à la veille. D'accord. Mais Monsieur Lokossi, dans la chute de votre prise de parole tout à l'heure, vous avez semblé dire que, vous avez même affirmé qu'il faut que désormais vos compères, vos confrères arrivent à dire non. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dire non dans des cas de figure où le travail est vraiment pressé, est hors délai carrément, mais vous acceptez tout de même honorer cet engagement, comme l'exemple que nous venons de donner, le monsieur apporte le tissu la veille, ou le lendemain à 13h ou à 14h doit être à la réception et vous acceptez un tel marché? Très bien, monsieur le journaliste. Comme je le disais, parfois nous avons notre responsabilité en jeu et nous devons accepter, reconnaître ça. Et quand je parle d'organisation, c'est de ça que je parlais. Une telle commande, l'artisan devait avoir le courage de dire « Mon frère, je ne peux plus te faire ce travail-là ». Je suis sûr que s'il tombe sur 2 ou 3 artisans qui lui rejettent sa commande sous la main, prochainement, il va mieux s'organiser pour venir à temps. Maintenant, ce qui fait que l'artisan n'a pas parfois le courage de dire non est que non seulement il a besoin de l'argent, deuxième chose, il a peur que s'il refuse, ce client-là ira voir un autre collègue qui va accepter de prendre le marché et demain, il va perdre ce client-là. C'est pourquoi je dis, nous devons avoir le courage de dire carrément non. Nous devons accepter parfois de perdre même de l'argent pour notre dignité. Mais tout de même, je dis que la société doit aussi comprendre qu'il faut qu'il se lève à temps. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous arriverez à dire non lorsqu'un client vient et que vous êtes acculé, par exemple? La personne peut avoir reçu cette instruction-là à la dernière minute et faire recours à vous. Et si vous n'êtes pas libre, ira vers un ou deux autres personnes qui seront libres? Très bien, c'est une très bonne question. Moi, en tant qu'artisan, d'abord, je fais l'effort de maîtriser mon client. C'est-à-dire quoi? Un client peut venir, il sera en train de crier « je veux ça pour demain, je veux ça pour demain ». Or, en réalité, il veut ça pour 2 semaines. Ah ouais? Comment vous savez ça? Très bien. Même pas plus tard qu'hier, on m'harcelait pour venir aller estampiller, écrire sur les matériels dans une direction de l'État.
Je ne vais pas nommer Non, il ne faut pas donner de nom. la direction. Et j'ai fait la pression. On m'a fait la pression sur pendant 3 jours. J'ai fait l'effort d'y aller. Et c'est quand je me suis rendu sur les lieux qu'on me dit maintenant que celui qui doit donner les numéros pour estampiller les matériels, il n'est même pas là. Et il faut carrément que je revienne la semaine prochaine. J'ai laissé d'autres choses pour aller là-bas. C'est pourquoi je dis que parfois, c'est l'environnement qui nous amène à être ce que nous sommes. Oui, mais est-ce que, quand vous semblez accuser l'environnement tout le temps, permettez qu'on continue avec vous comme ça, mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que les clients, de façon générale, se disent, ces gars-là, quand on ne leur met pas la pression, ils ne livrent pas, donc autant, même si le besoin est pour dans 2 semaines, dans 1 semaine, je préfère lui mettre la pression pour qu'il le fasse en 2-3 jours. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure, oui. Je me suis accusé. Honnêtement, je me suis accusé parce que je devais chercher avant de faire mon déplacement vers les lieux, m'assurer que tout est déjà réuni pour que, arriver là-bas, je travaille. Donc, c'est pourquoi je parlais au début d'une question d'organisation. Nous devons nous organiser, nous devons essayer d'être sûrs de nous-mêmes. Maintenant, par rapport à un client, comme je l'ai dit, il y a des clients qui arrivent et de discussion en discussion, je constate que lui, en réalité, il n'est même pas pressé. Il est en train de faire juste la pression. D'accord. Est-ce que quelque part, ça ne peut pas se comprendre, Monsieur Rony Mendegan, vous connaissez ces prestataires de services, ces artisans-là, est-ce que ce n'est pas une technique d'essayer de leur mettre la pression en disant c'est pour tel jour, en sachant qu'ils vont rallonger obligatoirement? C'est clair, c'est ce qu'on constate. Si tu ne leur mets pas la pression, il y en a qui sont dilettants. Il y en a qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Et je ne vais pas mettre tout le monde dans le même lot. Hein, tout à fait. parce qu'il y a quand même des artisans qui sont de bonne facture, qui sont très compétents et qui font bien leur travail. Mais il y en a qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Et donc, pour ne pas connaître des désagréments, après, à la date convenue, au délai convenu, il faut essayer de lui mettre la pression. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez? Ah, mais je l'utilise. Ah Oui, je l'utilise. Parce que je ne voudrais bien pas avoir de mauvaises surprises. Hein. Non. Les surprises désagréables, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. D'accord. Alors, monsieur Lokossi, c'est vrai que dans votre association, qu'est-ce qui est fait de façon réelle pour que vos adhérents, vos confrères artisans puissent corriger le tir? Parce qu'on a l'impression que vous quittez l'artisan A pour l'artisan B, l'artisan C, le mal semble s'installer partout, au point où on se demande si c'est un mal corporatiste. D'abord, en tant que membre de la Confédération nationale des artisans du Bénin, nous essayons de sensibiliser chaque fois les collègues à se prendre au sérieux. D'abord, entre nous-mêmes, il y a à certains niveaux une question de formation. Je donne un exemple très simple. Vous êtes un couturier, vous recevez un marché où le client veut qu'après son bomba, vous faites de broderie, alors que vous n'êtes pas un brodeur. Si vous n'avez pas un bon brodeur, quelle que soit votre compétence, vous serez un mauvais client, un mauvais artisan devant votre client. Parce que vous allez peut-être faire le travail à temps et le brodeur, lui, s'il n'est pas comme vous, il va vous mettre dans le... en retard. Donc, à tout moment, nous devons accepter de nous perfectionner, d'aller à l'école de la rigueur. Et là, je profite pour dire que c'est une bonne leçon pour nous, que nous avons à la tête de notre pays un homme rigoureux. Et ça prouve que sans la rigueur, on ne peut rien faire. Et en tant qu'artisans, nous devons accepter faire la rigueur sur nous-mêmes pour pouvoir amener tous ceux qui sont autour de nous à se mettre dans la même rigueur. J'ai donné le cas d'un couturier et d'un brodeur tout à l'heure. C'est la même chose qu'un maçon et un caroleur. Le maçon a peut-être donné la date au client.
Lui, il sait que quand il va finir le travail, le caroleur a besoin de 2 jours pour finir, mais le caroleur le traîne pendant 1 semaine. Il sera un mauvais artisan devant son client. Maintenant, il y a d'autres aspects, comme je le disais. Le monsieur, il vous appelle, il dit « Ah, mon fils est en France, il descend pour venir fêter avec moi. Et il descend après 3 jours, mais je veux que vous aménagez son appartement. » Déjà, l'artisan doit dire à ce client, parce qu'il sait qu'il ne peut plus le faire en 3 jours, votre travail ne peut pas être fait en 3 jours. Si l'artisan ne réussit pas à dire ça, il ne travaille pas dignement. Maintenant, c'est peut-être un ami ou un parent à vous qui vous met même la pression. Il dit que je sais que c'est vous seul qui peut me faire le travail. C'est vous qui peut me gérer cette situation. Quand vous vous laissez embarquer dans cette situation-là, vous serez un mauvais artisan parce qu'à la fin, son fils va venir, peut-être il ne saura même pas où mettre les bagages et il va commencer par crier sur vous. Donc, il y a parfois, comme je le disais depuis le début, l'environnement que nous devons amener à comprendre que l'artisan n'est pas la personne sur qui on saute pour dire je veux tel jour, je veux telle chose, tel jour forcément. Il faut d'abord demander ce que je veux là, je peux l'avoir quand? Est-ce que c'est possible de l'avoir? Et l'artisan, lui, il doit avoir le courage aussi de dire ce que tu veux là, tu ne peux pas l'avoir tel jour. Il nous faut tel temps pour le faire et bien faire. D'accord. Alain, je ne sais pas, lorsqu'on parle d'abus de confiance, il y a une remarque que j'ai également faite en ce qui concerne les finances, le coût. Par exemple, chez une couturière, lorsque vous faites le calcul et que vous vous retrouvez peut-être à 3 000, une estimation, elle vous dit 7 000 en vous expliquant un peu tout ce qu'elle va faire. On a l'impression que quelque part, les prix sont extrapolés. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, que ce soit avec les couturiers, les mécaniciens, les maçons, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Bien sûr, il y a une extrapolation des prix qui se constate avec certains artisans. C'est vrai, s'ils n'extrapolent pas, le client peut négocier complètement au rabais le prix, de sorte que qu'ils ne fassent pas de bénéfices, qu'ils ne gagnent presque rien. Donc ils extrapolent. Mais quand vous extrapolez outre mesure, quand ça devient vraiment une très grande extrapolation, je crois que ce n'est plus bien. Oui, mais dans le même temps, vous, en tant que client, vous cherchez un produit de bonne qualité, de bonne facture. Vous devez être en mesure d'en payer le prix, non? Oui, mais il faut qu'il y ait la relation qualité-prix. Il faut que les choses soient raisonnables. Et donc, quand ce n'est pas raisonnable, je vais voir quelqu'un d'autre, un autre artisan. C'est clair. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose qu'il a dit. Quand l'artisan se trouve dans une situation où il est acculé, il peut faire appel à des manœuvres. Il y a plein d'apprentis qui ont fini et qui connaissent le métier, mais qui ne trouvent pas à faire. Il y a des manœuvres. En même temps, il y a certains clients qui disent j'aimerais que ce soit le patron ou la patronne qui fasse mon travail parce que les autres, je ne leur fais pas confiance, ils n'ont pas la main. Est-ce que ce n'est pas cette crainte-là aussi? Ce que je dis, c'est qu'il peut se faire accompagner de ces manœuvres-là. D'accord. C'est aussi simple que ça. Monsieur Lokossi? D'abord, il a parlé de prix. Oui. Nous avons l'impression que parfois les prix, ce qui peut coûter 5 000, on nous dit 25 000. Ça n'a jamais été le cas. Ah oui, selon que le client vienne à Zem ou je vais vous donner un exemple très simple. Oui, dites-nous. Le coca que vous prenez au bord de la voie à 300 francs. Même à 250 parfois. C'est le même coca que vous allez prendre à 4 000 francs. Vous avez déjà compris. À 5 000 francs. Donc, vous avez donné la réponse. Oui, mais ce n'est pas le même environnement. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le même environnement. C'est pourquoi je dis à nous de nous organiser. Oui, mais quand vous dites ça, monsieur Lokossi,
Prenons votre cas. Vous êtes sérigraphe, vous fonctionnez avec de la peinture et tout. Dans votre domaine, il y a aujourd'hui la technique où, au lieu de faire de la peinture, on fait de la broderie électronique sur les tissus. Parfois, quand on compare, il n'est pas rare de tomber dans des boîtes sur des structures où la broderie avec machine coûte moins cher que la sérigraphie à la peinture que vous faites. Merci pour votre remarque. Sachez que l'artisanat, le vrai artisanat là, c'est ce qui se fait à la main. C'est pourquoi aujourd'hui, les artisans qui ont la chance de vendre leur pays vers l'Occident sont plus à l'aise. C'est ce que on vous propose ici au Bénin, peut-être à 1000 francs ou à 2000, vous rejetez. C'est ça qu'ils vendent là-bas à 5000, à 10 000. Et les gens sont fiers et très contents d'en acheter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la main fait a toujours une certaine valeur devant certains consommateurs. Nous sommes d'accord. Le handmade dont vous parlez, est-ce que nous sommes déjà nous sommes à cette étape de culture dans notre pays? Et d'abord, je vais en arrière comme vous avez donné l'exemple, sur ma branche. Et celui qui vient, qui dit, je veux que vous m'imprimiez 1 ou 2 t-shirts, il va toujours trouver ça 3 fois plus cher que celui qui vient avec 500 t-shirts. Ça, c'est clair. Donc, vous jouez sur la quantité. On n'a pas le choix. C'est comme ça que... Parce que c'est le même montage qui sert à multiplier. Imprimer 2 et à imprimer 100. Donc, celui qui vient pour dire je veux 2, je veux 3, je veux une douzaine, je veux 2 douzaines, il doit comprendre qu'il ne peut pas s'attendre au même prix. Ça veut dire que celui qui va à la broderie, le prix que vous comparez entre broderie et impression, moi, avant de vous répondre, je dois d'abord connaître la quantité commandée à l'industrie. La quantité commandée au tirage sur le sérigraphe avant d'apprécier. Sinon, je risque de faire une mauvaise appréciation. D'accord. Mais Monsieur Loko, si je vais vous donner 2 exemples, je suis curieuse de savoir et j'aimerais bien comprendre. Je ne vais pas indexer une corporation d'artisans. Lorsque, par exemple, vous voulez construire et que vous échangez avec les artisans qui vous font une estimation de 1000 francs, par exemple, pour construire, et lorsqu'au fur et à mesure, en avançant, vous dépensez 10 000, 5 000 francs, est-ce que quelque part, ce n'est pas un manque de professionnalisme? Très bien. À ce niveau, j'avoue que parfois, c'est un manque de professionnalisme. Parce que si l'artisan maîtrise bien le travail et il fait bien son devis, il doit savoir que ce travail va coûter 5 000, va coûter 10 000. C'est pour ça que plusieurs personnes parlent d'escroquerie. Non, je n'ai pas fini. Mais parfois, pour certains clients, l'appétit vient en mangeant. Ils lancent la construction. C'est quand, en plein milieu de la construction, un ami vient et dit « Ah, avec ce que tu fais là, tu peux transformer ici en cuisine. Hein. » Lui n'avait même pas l'idée de faire la cuisine là. Il commence par faire des modifications en cours d'exécution. En cours d'exécution. Et ces modifications-là induisent d'autres coûts. Vous avez déjà compris. Donc, ce n'est pas toujours la faute à l'artisan. Et en toute sincérité, le bon artisan, s'il veut faire son devis, il doit le faire de telle sorte qu'à la fin, il doit rester quelques 2 ou 3 matériels. Parce que tous les clients ne sont pas, surtout nos amis papetiers de la banque et consorts là, quand on leur dit le prix, on ne revient plus là-dessus. Ce n'est pas que sur le chemin là, j'ai dit il faut tel pot de peinture pour le salon, je constate qu'à la fin ça manque, je dois le revoir. Non, il n'y a plus ça. Donc il vaut mieux faire ton devis en conséquence pour être sûr que ce que tu as demandé là, ça peut rester. Mais ça ne va pas manquer. Sinon, tu auras des problèmes avec lui. Pour lui, c'est que toi, tu n'es pas compétent.
Justement, ce sont des choses qui arrivent, hein, Monsieur Rony. Vous prévoyez 1 000 francs pour une construction, vous avez peut-être fait un prêt et au fil du temps, vous avez utilisé ces 1 000 francs et on vous réclame 4 000 francs. Est-ce que ce n'est pas en ce moment qu'on parle d'abus de confiance, justement? C'est bien en ce moment qu'on parle d'abus de confiance. Pourquoi demande-t-on alors un devis estimatif? Voilà. C'est parce que le client veut savoir là où il veut aller. Mais dans ce cas, qu'est-ce que le client peut faire? Parce que nous avons, lorsque je reste toujours dans la construction, certaines maisons inachevées, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, selon vous? Vraiment, quand l'artisan va au-delà de ce qu'il avait prévu dans le devis, franchement, je ne sais pas, hein. Cette situation peut même conduire à l'accuser devant les tribunaux. Monsieur Lukossi, on va revenir vers vous. Dites-nous, prenons l'exemple de nos frères, de nos amis, les mécaniciens par exemple. Vous leur amenez votre engin, votre moto ou votre voiture, ils estiment que la pièce coûte tel prix, que quand on va la changer, c'est bon. Vous la changez, ça ne répond pas. C'est lui qui a décidé que c'est cette pièce qu'il faut changer. Puis après, il revient pour acheter une autre. Et le budget s'augmente. Dans ce cas, quand, comme le dit Jennifer, on est en face d'un abus de confiance où le client se sent grugé, dans ces conditions-là, quelle est l'attitude que devrait avoir le client? Merci pour la question. Personnellement, je conseille à tous les collègues mécaniciens de faire un effort pour sortir de ce cadre-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'argent, il faut faire des points, des calculs sur ce qu'on a dans sa poche. Donc, une fois que vous dites à un client, il te faut 10 000 pour réparer le véhicule, arrangez-vous pour que vraiment ça puisse être dans les marges des 10 000, même s'il y aura de dépassement, que ça ne soit pas trop exorbitant. Mais parfois, c'est comme le médecin et le malade. Le mécanicien peut penser que, bon, c'est le carburateur qui a des problèmes. Il répare le carburateur. Alors que c'est le calculateur. C'est après avoir réparé le carburateur qu'il constate que... Dans ce cas, est-ce que c'est la faute du client s'il a fait un mauvais diagnostic? Je n'ai pas fini. S'il a fait un mauvais diagnostic. Oui, c'est ça que je dis. J'ai d'abord donné un conseil aux artisans, aux mécaniciens. Et je dis parfois, parce que peut-être même que c'est quand il est en train d'enlever le carburateur qu'il constate qu'il y a une autre pièce là qui est défectueuse et qu'il faut aussi régler si on veut avoir on veut résoudre le problème de la panne au niveau de la moto ou au niveau de la voiture. Donc souffrons tous que parfois ce n'est pas de leur faute. C'est vrai que parfois il y a même des mécaniciens, ils demandent des pièces qui ne sont pas gâtés. Le client qui n'a pas le temps à leur remettre de l'argent, il ne change rien, il monte les mêmes pièces, ou bien il dit c'est la pièce, il y en a de bonne qualité, de mauvaise qualité, mais avec leur prix, il prend le prix de la bonne qualité, mais il achète la pièce de mauvaise qualité. Nous reconnaissons que parfois il y a ça arrive. Ça arrive. Monsieur Médégan, si ce cas par exemple vous arrive, quelle attitude auriez-vous face à un tel artisan? Un artisan qui prend le prix de la pièce originale et qui va vous mettre une pièce qui n'est pas bien. Deuxième main, comme on a l'habitude de le dire. Non, la pièce peut être deuxième main, pourtant de bonne qualité. Quand on prend par exemple les casses qui s'il me dit qu'il veut acheter une pièce neuve et que le constat est qu'il m'achète une pièce de deuxième main, mais de deuxième génération, mais c'est inadmissible. Est-ce que vous avez le temps de vérifier ça? Puisqu'il a tout monté, il vous dit tout va bien, allez-y. Et que c'est peut-être en conduisant que vous vous dites il y a un problème, il y a un bruit. C'est ça, je peux ne pas avoir le temps de vérifier. Alors, M. Sochumé me demandait quelle serait ma réaction.
Mais moi, je vais le traduire devant les tribunaux. Vous êtes sûr que vous aurez le temps? Non, pas bon. C'est-à-dire que pas tout de suite comme ça. Je peux essayer d'échanger avec lui pour savoir s'il y a anguille sous roche, connaître ses motivations. D'accord? Il faut dire que le client et l'artisan doivent se comprendre pour qu'il y ait une bonne relation entre les deux. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Absolument. D'accord? Quand je dis traduire devant les tribunaux, je ne veux pas tout de go commencer à enclencher les procédures, non, les démarches. C'est quand la situation devient vraiment très grave, gravissime, que cette dernière solution-là s'impose. Monsieur Mendegan, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si c'est moi seul qui le vois, à chaque fois que vous vivez cette situation, par exemple avec votre véhicule, votre moto, le mécanicien ou l'artisan a toujours une très bonne raison à vous sortir. Dans ce cas, quel argument vous allez avancer? Quand il a toujours de très bonnes raisons. Vous êtes obligé de payer. De très bonnes raisons. Toujours. Qu'est-ce que le client peut? On est obligé de payer. Face à l'évidence, c'est équipes. Parce que je suis dans le besoin et le besoin est pressant. Donc, c'est clair, il a le dessus. Donc, malheureusement, on supporte, c'est ça, monsieur Lokossi? Malheureusement. Parfois, oui. Parfois, malheureusement, on supporte parce que, qu'on le veuille ou non, l'artisan est là pour mettre son client à l'aise, pour accompagner le développement de la nation. Et le client qui a besoin d'un service d'un artisan, c'est qu'il a besoin de ce service-là pour pouvoir avancer. Je le disais au début, il y a un problème d'organisation à notre niveau. D'accord. Parfois, le mécanicien peut ne pas avoir complètement la main de la marque du véhicule que vous lui avez amené. Mais au lieu d'avoir l'honnêteté de vous dire « Ah, ça là, je ne fais pas », il ne le dit pas. Ou tout au moins, même s'il le prend, fait appel à un collègue qui maîtrise mieux cette marque-là, il ne le fait pas. Donc, il y a parfois notre responsabilité qui est en jeu. Mais parfois, quand vous qui êtes à la touche, vous allez penser que c'est la faute du mécanicien, mais si on observe bien les choses, ce n'est pas sa faute. C'est peut-être une autre panne qui est bien cachée. Mais à entendre le bruit ou bien les signes qu'il est en train de voir sur votre voiture, lui, il pense que c'est telle chose qui est gâtée. Et effectivement, ça peut être ça à certains cas. Monsieur Lokossi, que fait la Confédération dont vous êtes membre pour mettre à jour, pour aider les artisans à mieux s'organiser, pour mieux servir les clients? Et nous, au niveau de la Confédération, c'est le moment de remercier le gouvernement avec son chef. Le gouvernement joue sa partition. Non, oui, justement, je suis en train de venir. Nous essayons de trouver de temps en temps des formations. On fait même des auto-formations entre nous. Okay. Moi, il m'arrive souvent, rien que pour présenter un devis, j'appelle un ou deux collègues pour dire « Ah, je veux faire telle chose ». Selon lui, à peu près combien je peux dire. Ce n'est pas que j'irai plaquer ce qu'il va me dire, mais pour voir si est-ce que nous sommes dans les mêmes longueurs d'onde. Parfois, j'appelle un, lui il dit un prix plus élevé que ce que moi-même je pense. J'appelle l'autre qui donne un prix plus bas que ce que je pense. Et moi-même, j'essaie de faire la balance. Très bien. Donc, c'est de la même manière, parfois, quand je veux faire quelque chose, je demande, je veux faire telle chose. Selon toi, comment je peux faire? Il me donne ses idées. J'appelle un autre, je dis la même chose, il me donne ses idées. Et quand je mets le tout ensemble, plus moi-même mes expériences, ça marche. Donc, les artisans qui ne sont pas encore en train d'aller à cette école de mutualisme, je leur conseille, je leur recommande d'y aller.
D'accord. Est-ce que je suis curieuse de savoir encore, est-ce que des cours de bonne moralité, par exemple, sont dispensés, des conseils dans ce sens-là pour ne pas escroquer le client? L'artisan qui escroque un client, ou bien qui escroque les clients, a 60% de chances de finir mal. Ah bon? Oui, parce que quand tout le monde va découvrir que lui, il ne fait que escroquer, lui, il ne fait que mentir, les clients vont le fuir. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Où, on a constaté que un mécanicien de roues ne maîtrise pas les nouvelles marques qui viennent. Il y a une entreprise en face de lui où il y a près de 30 motos qui sont garées, mais tous ceux-là sont obligés d'aller ailleurs. Ils viennent chez lui rien que pour lui demander de tirer les chaînes, de les aider à faire les vidanges, et puis ça s'arrête là. Mais les réels travaux qui lui procurent de l'argent vont ailleurs. Vont ailleurs. D'où la nécessité de se remettre à niveau. Très bien. D'accord. Alors, monsieur Mélégan, dites-nous aux clients, aux citoyens en général, quels conseils pourriez-vous leur donner pour baisser un peu la pression qu'ils font sur les artisans qui eux-mêmes sont des humains après tout? Évidemment, les artisans sont des humains comme nous. Et quand ils sont acculés, souffrant qu'ils ne puissent pas nous donner le meilleur d'eux-mêmes à temps raisonnable. Donc, je vais conseiller à mes frères et sœurs de bien vouloir amener très tôt, d'accord, leur tissu. Si c'est qu'ils veulent faire coudre leur tissu par un tailleur ou un couturier. Donc, très tôt, remettre au couturier ce tissu-là pour que ce dernier puisse quand même les satisfaire dans un délai quand même raisonnable. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour surgir et le presser. Faire pression sur lui. Vous avez pas bien. cette approche déjà lorsque quelqu'un a un tissu à donner, par exemple, une perruque à confectionner peut-être. Selon vous, quel est le temps raisonnable? Parce qu'après, le couturier, la coiffeuse et les autres sont un peu acculés. Tout dépend également de la poche Absolument. du client. Hein. Mais si le client est quand même bon dans sa poche, le délai est raisonnable que moi je vois là, c'est 2 semaines. 2 semaines avant les fêtes. 2 semaines avant les fêtes. Il ne faut pas attendre les derniers jours. Il ne faut pas attendre les derniers jours. D'accord. D'accord. Mais si le parent, ce n'est que dans les derniers jours qu'il a fini par avoir un peu de sous pour acheter quelques tissus pour ses enfants, dans ce cas, et pour lui et pour l'artisan, quel devait être le juste milieu? Qu'est-ce que vous leur conseillez tous deux? Et moi, en tant qu'artisan, si je vois que le temps est trop parti, et je vois que, bon, le client, en réalité, c'est un parent ou bien un ami à qui je ne peux pas dire « va ailleurs », la première chose, c'est de l'amener à comprendre que ce n'est pas une obligation de porter ce qu'il veut là, le jour de l'an. Ah ouais? Parce qu'il porte des habits tous les jours, non? Oui, mais le 1er janvier, c'est un jour comme tous les jours. Non, mais non, c'est une occasion exceptionnelle. C'est ce pour que les je dis. enfants Je dis, surtout. L'amener. C'est ce que je dis. Oui. L'amener à comprendre que ce n'est pas forcément le 1er janvier, le 25 décembre, qu'il va porter ça ou les enfants vont porter ça. Maintenant, après tout, je suis aussi humain. Rentrer dans sa peau pour voir si, malgré tout ça là, est-ce que je peux le satisfaire? Donc, les deux choses vont de pair. Mais la première chose, dans ce cas-là, si un client comme monsieur le journaliste qui est devant moi vient là, et il vient un 23 pour dire les enfants vont porter ce jour, il dit non. Ah, Pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette affaire? Je le dis parce que je me dis que tu es censé comprendre que ce n'est pas le 25 forcément que les enfants doivent porter. Donc, il faut essayer d'amadouer les enfants, qu'ils comprennent que, bon,
même si après 25, leur tenue va leur revenir. Je vais tout faire pour devenir votre parent. Comme ça, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour cause l'habit des enfants. 2 semaines, c'est raisonnable, hein, selon vous? Et c'est une question pertinente. L'artisan, en une journée, arrive à exécuter à peine 50% de son programme. C'est-à-dire les imprévus là, viennent. 2 semaines, c'est raisonnable. Malgré ça là, d'autres imprévus peuvent venir. Et si l'artisan peut s'organiser pour gérer ça, il n'a qu'à essayer de gérer. Mais ce qui nous amène sur ce plateau est le conflit. Tout à fait. Maintenant, L'abus de confiance. l'abus de confiance. Comment est-ce qu'il faut éviter ça alors? Et l'abus de confiance n'est pas toujours dû à la faute de l'artisan. Oui, ça veut dire que, j'avais dit au début, la communication. Plus vous communiquez, vous devez tout faire pour que votre client ait confiance en vous. Quand il a confiance en vous, vous pouvez lui parler maintenant. Ce que tu veux là, en réalité, ce n'est plus possible. Mais il faut qu'il ait d'abord confiance en vous et qu'il peut mettre dans sa tête que c'est seulement vous qui peut l'aider à régler ce problème. Quand c'est comme ça, avec un peu de tchatch, on arrive à gérer la situation. D'accord. En tout cas, nous avons compris les artisans, Alain, mais nous avons essayé de prendre nos dispositions et pourquoi pas mettre la pression quand il faut. Je crois que ça ne va pas manquer, ça. Comme l'a dit M. Lokossi, tous les jours, c'est la fête. Donc, pour les grands, ça peut se comprendre et pour les petits, un peu moins. Alors, si vous êtes parent et que vous avez suivi ce débat, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour ne pas mettre la pression sur les artisans à la dernière minute et pour ne pas décevoir non plus les enfants. Jennifer, on va faire un dernier tour de table, si vous le permettez. Rapidement, bien sûr. Monsieur Mendegan, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Non, moi je vais inviter les clients à parfois se mettre dans la peau de l'artisan et inviter les artisans à quand même se mettre dans la peau du client, comprendre le client qui a envie de voir son besoin être satisfait. Absolument. À temps raisonnable. D'accord? Je crois que si on se comprend, le monde irait mieux. D'accord. oui. Et si on se comprend, ces conflits pourraient disparaître, Monsieur Lokossi? Moi, à mon niveau, je n'ai jamais pris ça comme un conflit. Parce que je sais que, qu'on le veuille ou non, nous sommes appelés à rester ensemble. Ah oui. Mais ce que je peux dire aux collègues artisans est d'être sûrs d'eux-mêmes. C'est la première des choses, d'être sûrs d'eux-mêmes et de savoir mieux s'organiser. La deuxième chose, c'est de comprendre que quand il y a 1000 choses sur la table, il faut savoir ce qui est prioritaire. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez avoir 50 commandes. Voilà qu'un ami vient de perdre un parent cher et il vient vers vous pour dire « Je veux faire l'enterrement tel jour et je veux que vous confectionnez la tenue pour les enfants, les orphelins, ceux qui vont porter le jour-là. » Dans ces cas-là, c'est des cas où l'artisan est appelé à se plier par 4 pour pouvoir résoudre. Et ça fait partie parfois des choses qui nous poussent à mettre certaines choses qui étaient quand même bien calées, légèrement de côté pour pouvoir régler. À les décaler. Tout bonnement.